Ma mère m'a pris à part et m'a dit, la semaine prochaine est tout simplement spéciale. Ta présence gâcherait tout. Mon père a ajouté, tu es trop différent maintenant. J'ai fait teinter ma fourchette contre mon verre. Bien noté. Cette nuit-là, j'ai annulé chaque dépense pour l'Italie, bloqué leur passe ferroviaire et annulé leur transfert d'aéroport. À l'enregistrement, tout leur a été refusé. Le texto de mon frère est arrivé en premier. Débloque le compte maintenant, ai-je répondu. J'étais tellement en colère que je n'ai pas pu dormir. Ils avaient tout planifié sans moi. Des vacances de rêve à travers l'Italie, de Venise à Florence, puis Rome. Réservées jusqu'au moindre détail. Hôtel de luxe, train à grande vitesse, visite privée d'un vignoble en Toscane, réservation pour le dîner dans des endroits où il faut connaître quelqu'un ne serait-ce que pour être mis sur la liste d'attente. Ils avaient tout planifié pour eux, et ils ont utilisé mon argent pour le faire. Pas une seule mention de moi. Ni mon nom, ni celui de ma fille Ava, ni celui de mon fils Luc. Juste maman, papa, ma sœur Mélanie, son mari Josh et leurs 2 enfants. C'était la famille qu'ils avaient en tête, celle qui comptait. Ça m'a frappé quand j'ai vu l'email de confirmation. Il n'était même pas censé m'être adressé. Mélanie a dû le transférer par accident. Il listait tout, les dates, les voyageurs, l'itinéraire, et j'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans la poitrine. Je suis resté assis là à le relire, attendant de voir mon nom caché quelque part dans les notes de bas de page. Il n'est jamais apparu. Il y a 6 mois, maman avait lancé l'idée lors d'un de nos dîners dominicaux habituels. Elle disait qu'elle avait toujours rêvé de faire un grand voyage en famille. Elle disait qu'elle voulait que les enfants découvrent l'Europe pendant qu'ils étaient encore jeunes. Elle a mentionné que Mélanie et Josh étaient à court d'argent, et elle m'a demandé si j'accepterais d'aider à couvrir les frais initiaux. Elle a dit qu'elle réglerait ça plus tard. J'ai dit, oui, bien sûr. Sans hésitation. Je venais de décrocher un gros contrat de consultant et je voulais faire quelque chose de significatif pour la famille. Quelque chose qui nous rapprocherait. J'ai payé pour tout, les vols, les hôtels, les passes ferroviaires, la totale. Et puis ils m'en ont complètement exclu. Je ne les ai pas confrontés tout de suite. J'ai attendu le dimanche. Ils étaient tous là, agissant comme si de rien n'était. Maman a servi des itis au four comme si c'était un week-end comme les autres. Papa a parlé de golf. Mélanie était assise là, souriante, comme si le couteau n'avait pas déjà été remué dans la plaie. Après le dîner, j'ai parlé du voyage, en disant simplement avec désinvolture, l'Italie doit être magnifique à cette période de l'année. Silence. Maman m'a regardé et a dit, la semaine prochaine est tout simplement spéciale, et ta présence gâcherait tout. Papa s'est penché en arrière et a dit, tu es trop différent maintenant. Personne n'a contesté. Pas un seul d'entre eux n'a pris ma défense. C'était comme s'ils avaient tous répété. J'ai fait teinter ma fourchette contre mon verre. Bien noté. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas demandé d'explication. J'ai ramené mes enfants à la maison, je les ai aidés à se préparer pour le lit. Et une fois que la maison fut calme, je me suis mis au travail. Tout était encore à mon nom, chaque chambre d'hôtel, chaque passe, chaque transfert. Ils n'avaient pas touché à la facturation. Ils n'ont même pas eu la courtoisie de cacher leur arrogance. J'ai annulé chaque paiement, un par un. J'ai gelé les cartes de voyage. J'ai bloqué les passes ferroviaires. J'ai annulé les transferts. Les réservations d'hôtels ont disparu. Je me suis assis et j'ai regardé tout partir en fumée. Le lendemain matin à 7h42, Josh a envoyé le premier texto, débloque le compte maintenant. J'ai répondu, désolé, je suis trop différent maintenant. Puis sont venus les appels de maman, les emails de papa. Mélanie m'a envoyé une capture d'écran de sa fille en pleurs et a dit que j'étais cruel, mais je n'ai pas répondu. Ils voulaient faire de ce voyage une affaire de famille. Très bien, qu'ils se débrouillent avec leur propre argent. Et ils ne savaient toujours pas que ce n'était que le début. Ils se sont pavanés à Juevka comme si l'endroit leur appartenait. Billets de première classe, ensemble de bagages assortis. Josh portait même des mocassins sans chaussettes, comme s'il pensait que cela le rendait déjà européen. J'ai tout vu sur la story Instagram de Mélanie avec la légende Ciao, Bella et un boomerang de verre de champagne qui trinque. À ce moment-là, je n'étais même plus en colère, j'attendais simplement. Ils n'avaient aucune idée que tout avait disparu. Je n'avais pas seulement annulé les paiements et les réservations.
J'avais appelé chaque hôtel et expliqué la situation. J'ai annulé la voiture avec chauffeur à Rome et la visite du vignoble dans le Chianti. J'ai signalé les passes ferroviaires comme volées. J'ai changé les identifiants de connexion sur le portail de voyage. Je n'ai laissé aucune trace du fait que ce voyage ait jamais été le leur. Je savais exactement à quel moment tout a commencé à s'effondrer. Leur vol devait embarquer à 18h40. À 18h12, j'ai reçu un texto de Josh, « Pourquoi nous refuse-t-on l'embarquement ?» Puis Mélanie, « As-tu annulé les vols ?» Puis un barrage d'appels. Tous ignorés. Ça a dû être le chaos. 4 adultes et 2 enfants debout à la porte d'embarquement, le visage abasourdi, essayant de comprendre pourquoi un voyage qui était censé être entièrement payé n'existait soudainement plus. J'imagine Mélanie se mettre à crier. Josh faisant semblant d'être calme. Papa essayant d'exercer une autorité imaginaire. Maman probablement juste là, furieuse. Quelqu'un lui avait dit non. Je me suis assis dans ma cuisine avec Ava et Luc et je les ai aidés à faire des pizzas maison. Ils ne savaient rien. Je voulais que ce soit ainsi. Ils pensent toujours que papy et mamie ont dû annuler leur voyage à cause d'un imprévu. Vers 21h, le ton des textos a changé. Josh, tu agis de manière psychotique. Tu fais du mal à ta propre famille. Mélanie, tes enfants entendront parler de ça un jour. Je n'ai répondu à aucun des deux. J'ai laissé le silence faire son travail. Puis, papa a envoyé un message qui m'a presque fait rire, tu nous as mis dans l'embarras. Tu es allé trop loin. J'ai répondu, j'espère que c'était quand même spécial. Le lendemain matin, j'ai vu leur voiture dans l'allée. Ils étaient de retour 20 heures après leur départ, vaincus et épuisés. C'est là que le nouveau jeu a commencé. La deuxième couche de tout ce désastre. À 15h47, on a sonné à la porte. C'était maman. Pas de maquillage. Les cheveux tirés en arrière. Son ton était quelque part entre neutre et agacé. Elle n'a pas commencé par des excuses. Loin de là. Elle a dit, très bien, tu as fait passer ton message. Je l'ai laissé parler. Elle a continué sur la façon dont ce genre de coup monté sème la zizanie dans les familles, comment je devais être plus compréhensif, comment ce n'était pas juste de gâcher quelque chose qu'ils avaient planifié depuis si longtemps juste parce que je me sentais exclu. Puis elle a dit, bref, je voulais te parler du jardin. L'entrepreneur doit toujours commencer le mois prochain, et nous ne voulons pas perdre la date. Ton père a dit que tu pourrais peut-être aider à couvrir la compte. Je l'ai regardée. Elle croyait honnêtement que je reviendrais sur ma décision, qu'une partie de moi voulait toujours en être. Que l'argent était juste quelque chose que je fournirais toujours parce que c'est ce que j'avais toujours fait. J'ai hoché la tête lentement. Laisse-moi regarder mes comptes, ai-je dit. Je te tiens au courant d'ici la fin de la semaine. Elle a souri comme si elle pensait avoir regagné quelque chose. Elle est partie, satisfaite. Et c'était parfait, car maintenant c'était à mon tour de jouer. Le silence était stratégique. Je pouvais le sentir, comme s'il me laissait juste assez d'espace pour sauver la face. Pas par respect, mais par calcul. Dans leur esprit, j'étais probablement en train de bouder, de regretter ce que j'avais fait à l'aéroport, de m'essouffler. Ils supposaient que je reviendrais en rampant avec un chèque et des excuses, comme toujours. Ils n'avaient pas réalisé que quelque chose s'était finalement brisé en moi. Le jeudi, le premier ballon d'essai est arrivé. Mélanie m'a envoyé un texto comme si elle écrivait à un collègue, « Salut, maman a dit que tu pensais à aider pour le truc du jardin. Dis-nous juste pour qu'on puisse confirmer avec l'entrepreneur. » Il n'y avait même pas de question là-dedans. Aucune chaleur, juste ce ton familial neutre qu'ils utilisaient toujours quand ils avaient besoin de quelque chose. Je l'ai laissé non lu pendant quelques heures. Puis j'ai répondu, je suis encore en train de régler quelques trucs. On vous dira bientôt. Ce bientôt s'est transformé en demain, puis en après-demain. Le vendredi matin, maman a envoyé un message plus long, l'entrepreneur a besoin de la compte aujourd'hui pour maintenir le planning. Nous essayons de ne pas perdre la fenêtre d'installation d'automne. Peux-tu confirmer? J'ai répondu, je pourrais peut-être envoyer la moitié. Laisse-moi vérifier avec ma banque. Je n'ai rien vérifié. Samedi, rien de ma part. Dimanche, toujours le calme plat. Lundi, papa a appelé. J'ai regardé son nom vibrer sur mon écran et j'ai laissé sonner. 1 minute plus tard, le texto est arrivé, nous n'essayons pas de te mettre la pression.
Juste besoin de savoir ce qui se passe pour qu'on puisse s'organiser. J'ai répondu par texto, je comprends tout à fait. Je devrais avoir une réponse bientôt. Et j'ai laissé ce bientôt s'étirer encore. Mercredi après-midi, Mélanie a envoyé un mémo vocal. Je ne l'ai même pas écouté. J'ai juste fixé la forme d'onde. C'était probablement elle faisant semblant d'être gentille, faisant semblant de comprendre, faisant semblant que tout cela était normal. Plus tard dans la nuit, j'ai finalement répondu, j'ai parlé à la banque aujourd'hui. Petit problème avec une transaction signalée. Je pense que je peux l'envoyer d'ici vendredi. C'était l'hameçon final. Celui qui les a fait attendre à nouveau, qui leur a fait entourer une autre date sur le calendrier avec espoir. Vendredi est arrivé et passé. Pas de paiement, pas de message. Samedi matin, papa a écrit, nous avons dit à l'entrepreneur que nous nous en occuperions nous-mêmes. Ne t'en fais pas puis un autre de maman, séparé, si tu veux toujours participer plus tard, chaque contribution aide. Je pouvais sentir la frustration monter sous ces mots. Pas à cause de l'argent, mais parce que je ne faisais pas ce que j'avais toujours fait, les sauver. Tout arranger. Faire disparaître l'inconfortable. Et maintenant, ils étaient coincés avec l'inconfort. Mélanie a envoyé une photo ce soir-là. Leur jardin, de l'herbe clairsemée, quelques drapeaux blancs marquant l'endroit où une terrasse aurait pu être. Elle a légendé, j'espère toujours pouvoir faire quelque chose avant que le temps ne change. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé. L'espace entre nous n'était plus gênant. Il grandissait à dessein. Pour la première fois de ma vie, j'en avais fini de m'assurer qu'ils allaient bien. Et ils commençaient à peine à sentir ce que cela signifiait. Une semaine s'est écoulée dans un silence total. Pas un seul message de maman, de papa ou de Mélanie. Pas de coup de coude poli à propos du jardin. Pas de nouvelles sur la reprogrammation du voyage. Juste rien. Cela aurait pu être paisible si je ne les connaissais pas si bien. Ils n'étaient pas en train de passer à autre chose. Ils se regroupaient, attendaient que je cède, essayaient de me faire sentir que c'était moi qui étais parti. Puis quelque chose est arrivé de nulle part. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai reçu un texto de ma cousine Erika. Salut, je prends juste des nouvelles. Mamie est vraiment contrariée pour l'histoire de l'Italie. Tu vas bien? Ça m'a glacé. Mamie? Elle n'avait pas été mentionnée une seule fois dans toute cette pagaille. Elle vit seule à Albanie, n'a pas voyagé depuis plus de 10 ans. C'est le genre de personne qui envoie des notes de remerciements manuscrites et se souvient des anniversaires de tout le monde. Toujours restée à l'écart des drames familiaux. J'ai demandé à Erika pourquoi mamie était contrariée. Elle a répondu, Mélanie lui a dit que tu avais annulé le voyage sans crier gare et que tu leur avais fait perdre des milliers de dollars. Mamie est confuse et pense que tu pourrais être en train de faire une sorte de dépression. Alors c'était ça. Ils étaient déjà en train de réécrire l'histoire 6, 7, 8. Je n'étais plus le type qui avait payé la note et s'était fait exclure. J'étais maintenant le fils instable qui avait saboté un voyage familial sain. Bien sûr, ils allaient déformer les choses de cette façon. Ils avaient toujours contrôlé le récit. Jusqu'à maintenant. J'ai appelé mamie. Elle a répondu tout de suite. La voix basse mais lourde. Peter, a-t-elle dit, que s'est-il passé, mon chéri? Je lui ai tout raconté. Je n'ai pas dramatisé. Je ne me suis pas épanché. J'ai juste tout exposé. Comment ils m'avaient demandé de payer il y a des mois. Comment ils avaient planifié chaque détail sans moi ni mes enfants. Comment je l'avais découvert par erreur. Et comment, quand j'en ai parlé, ils m'ont dit que je gâcherais le voyage juste par ma présence. Elle n'a pas interrompu une seule fois. Après une longue pause, elle a dit, ce n'est pas ce qu'ils m'ont dit. Ils ont dit que tu avais refusé d'y aller. Ils ont dit que tu avais annulé les cartes dans un accès de colère. Je lui ai dit que ce n'était même pas proche de la vérité. Elle est restée silencieuse à nouveau. Puis elle a dit, je suis tellement désolée, Peter. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec eux. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Mais les retombées sont arrivées rapidement. 1 heure après cet appel, j'ai reçu un texto de maman, viens-tu de raconter à mamie une version déformée des événements? Puis Mélanie, tu ne fais qu'empirer les choses. Elle est vieille, Peter. Elle n'a pas besoin de stress comme ça. Josh est même intervenu, c'est un comportement toxique, mec. Tu montes les gens contre leur propre famille. J'ai lu chacun d'eux et je me suis juste senti fini.
Pas en colère, pas triste, juste complètement fini. Il m'avait exclu, avait menti à ce sujet, avait essayé de manipuler mamie, et maintenant avait le culot de m'accuser de semer la zizanie. 9. Alors j'ai répondu avec un dernier message, envoyé à la conversation de groupe avec les 4, avec effet immédiat, je cesse de vous aider financièrement. Fini les vacances, fini les rénovations, pas de prêt, pas de texto où on te remboursera. Si je suis trop différent pour faire partie de la famille, alors je suis trop différent pour la financer. Bonne chance pour le jardin. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai posé mon téléphone. Personne n'a répondu cette nuit-là. Non pas parce qu'ils étaient choqués, mais parce qu'ils avaient enfin compris que je le pensais. Environ une semaine après que je leur ai coupé les vivres, Mélanie m'a appelé de nulle part. Un vrai appel téléphonique, pas un texto. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal au ton presque comique, tout enjoué et doux comme si nous prenions des nouvelles après des vacances. Elle disait qu'elle avait réfléchi à ce que j'avais dit et que nous devrions tous nous retrouver bientôt. Elle a même ajouté « Les enfants s'ennuient de toi », comme si c'était une phrase magique. Quelques jours plus tard, maman m'a envoyé une photo d'un tas de pavés bon marché déversés dans leur jardin. Pas d'ouvriers, pas de progrès, juste un désordre. Elle a écrit « Nous allons quand même essayer de nous débrouiller nous-mêmes. On a trouvé une bonne affaire localement. » C'était une manœuvre. Subtile, prudente, juste assez pour sous-entendre « Regarde comme nous essayons de nous en sortir sans toi », tout en me laissant une porte par laquelle je pourrais rentrer si je voulais revenir en rampant. J'ai répondu « Ça a l'air prometteur. Dis-moi si tu as besoin d'aide pour transporter. » Cela a entrouvert la porte juste assez, et comme une horloge, ils sont entrés. Maman a texté un long paragraphe sur le fait que chaque famille traverse des saisons et qu'elle espérait que je savais que ce n'était pas pour l'argent qu'ils me voulaient près d'eux. Elle a dit que nous nous étions tous un peu perdus au milieu de la planification et que c'était peut-être le moment de repartir à zéro. Mélanie m'a envoyé un message séparément. Elle a dit qu'elle se sentait mal depuis le fiasco de l'aéroport et voulait renouer le contact. Sans pression. Elle m'a demandé si on pouvait prendre un café la semaine prochaine juste pour parler. Sans attente. Même Josh, qui s'en tenait habituellement à des messages d'un seul mot ou à des émojis passifs-agressifs, a texté « Je crois que j'ai surréagi ». On a tous surréagi. Sans rancune. C'était un revirement impressionnant, comme une campagne de rebranding complète. Soudain, je n'étais plus toxique, instable ou trop différent. J'étais de nouveau précieux, utile. Alors, j'ai décidé de leur faire goûter à leur propre médecine et 10, 11, 12 j'ai dit à Mélanie que j'adorerais la rencontrer. J'ai choisi une date et une heure. Elle a répondu avec un petit emoji cœur et a même dit qu'elle paierait. Puis le matin même, j'ai annulé. J'ai prétexté vaguement un appel professionnel qui s'éternisait. Elle était déçue mais polie. Je comprends tout à fait. On reprogramme ça bientôt. Nous ne l'avons pas fait. Quelques jours plus tard, maman m'a demandé si je pouvais participer un peu à la livraison de gravier, juste $300 pour aider à combler le manque. J'ai dit que je vérifierais certaines choses et que je la recontacterais. Je ne l'ai pas fait. Papa a mentionné qu'il cherchait à se faire livrer du bois de chauffage pour l'hiver. Il a dit que le fournisseur qu'ils utilisaient l'année dernière avait augmenté les prix. Je lui ai dit de m'envoyer le lien. J'ai dit que je verrais ce que je pouvais faire. Il l'a fait. Je ne l'ai pas fait. Et chaque fois qu'il relançait, je répondais avec le même ton qu'ils avaient utilisé avec moi pendant des années, une gentillesse vide, un évitement poli, un intérêt vague sans aucun engagement. Ça a mieux marché que je ne le pensais. Mélanie a été la première à se taire, arrêtant de répondre même aux textos les plus simples. Puis les messages de maman sont devenus plus courts, plus espacés, puis ont cessé complètement. Josh s'est désabonné de mon compte Instagram. Papa n'a pas envoyé son habituel texto de groupe au joyeux anniversaire à toute la famille quand octobre est arrivé. Celui-là était bizarre. Il était parti comme une horloge depuis une décennie. Le plus drôle, c'est qu'il ne pouvait rien en dire. Je n'avais rien fait de mal. Je n'avais pas crié, pas juré, pas envoyé promener. J'étais juste devenu eux. La version d'eux qu'ils avaient toujours été pour moi. Que des promesses, aucun paiement. Tout en surface, sans substance. Et je pense que pour la première fois, ils ont ressenti ce que c'était que d'être à l'extérieur de leur propre jeu. Ça a dû être l'enfer. Thanksgiving est arrivé comme il le fait toujours, se faufilant alors qu'on est encore convaincu que c'est à peine octobre. Mais cette année,
quelque chose était différent. Mon téléphone est resté silencieux. Pas un seul texto de groupe de maman. Pas de rappel passif-agressif de Mélanie pour eux s'il vous plaît, répondez à l'invitation cette année comme elle avait l'habitude d'envoyer. Pas d'invitation sans conviction de papa, habituellement ajoutée en message transféré, comme une pensée après coup. C'était la première fois de toute ma vie que je n'étais pas invité. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas demandé. Je n'ai pas envoyé de texto au salut, c'est quoi le programme, juste pour faire semblant de ne pas en attendre un moi-même. Au lieu de cela, le mercredi avant Thanksgiving, j'ai vu tout se dérouler sur les réseaux sociaux. Mélanie s'était lancée à fond dans Pinterest cette année. Il y avait une longue table dressée pour 10 avec des mini-citrouilles comme marque-place, des cartons nominatifs manuscrits, des serviettes pliées en petits éventails. Elle a légendé, reconnaissante pour les vrais. Chaque chaise était occupée. Chaque assiette avait un nom. Le mien n'en faisait pas partie. Ni celui d'Ava, ni celui de Luc. C'était délibéré. Il ne s'agissait pas d'un oubli. Il ne s'agissait pas d'une mauvaise communication. Ils ont fait un choix. Pas de Peter. Pas de rappel de ce qui avait changé. Juste la version soigneusement choisie de la famille. Celle qui ne les remettait pas en question. Celle qui ne leur demandait jamais de se sentir coupable ou responsable. Je n'ai rien dit à Ava et Luc. Nous avons fait notre propre dîner. Pas de dinde. Ils ont voté pour des macaronis au fromage et des gaufres faits maison. C'est donc ce que nous avons fait. Nous avons mangé sur le canapé, regardé de vieux films et ri si fort que j'en ai oublié un instant quel jour on était. Quelques jours plus tard, j'ai de nouveau croisé Erika. Parking de l'épicerie. Même demi-sourire gêné. Ils ne t'ont pas invité, a-t-elle demandé, même si elle connaissait déjà la réponse. Non, ai-je dit. Première année. Elle a hoché la tête lentement. Mélanie a dit à mamie que c'était plus simple comme ça. Moins de tension. Moins de tension. C'est ainsi qu'ils ont formulé le fait de nous exclure complètement, moi et mes enfants. Comme si nous étions un bruit de fond qu'ils pouvaient mettre en sourdine. Comme si leur problème n'était pas ce qu'ils m'avaient fait, mais à quel point cela les mettait mal à l'aise de le regarder en face. Noël est arrivé ensuite, et je n'ai même pas pris la peine de vérifier mon téléphone. La seule photo que j'ai vue venait d'un voisin qui suit Mélanie sur Instagram. Elle a posté une photo de famille devant la cheminée. Pyjama assorti, 5 chaussettes de Noël, chocolat chaud, le tralala habituel. J'ai zoomé par curiosité. Il y avait des noms sur les chaussettes. Aucun pour mes enfants. Pas d'Ava, pas de Luc, pas de moi. Pas même un espace réservé au cas où accroché au bout. Le message n'aurait pas pu être plus clair. Il ne se contentait pas de m'exclure. Il nous effaçait. Au début, ça a piqué. Je mentirais si je disais le contraire. Mais cette douleur n'a pas duré. Elle s'est transformée en quelque chose de plus froid, de plus calme. Pas de l'amertume, juste de la distance. Une sorte de silence émotionnel dont je ne me savais pas capable. En janvier, j'ai cessé de chercher leur nom dans mes notifications. J'ai emmené Ava et Luc à Seattle pour le Nouvel An. Juste nous. Nous avons marché sous la pluie à Pike Place, fait un tour de grande roue, acheté des souvenirs hors de prix et séjourné dans un hôtel qui avait une cheminée et des peignoirs qui les ont fait rire. Ce n'était pas traditionnel. Ce n'était pas planifié à la seconde près. C'était réel. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu l'impression de manquer quelque chose. Je ne me suis pas senti laissé pour compte. Je me suis senti libre. Ce qui est drôle, c'est que cette année-là a été ma meilleure sur le plan financier. J'ai décroché 3 nouveaux clients, j'ai enfin clôturé un projet cauchemardesque de l'année précédente et j'avais plus d'argent sur mes comptes que je n'en avais jamais eu de ma vie. J'aurais pu acheter tout le jardin de Mélanie 2 fois. J'aurais pu payer à nouveau leur voyage et surclasser chaque siège. J'aurais pu leur donner un chèque en blanc juste pour prouver quelque chose. Au lieu de cela, j'ai installé une allée chauffante chez moi et j'ai commencé à planifier un road trip d'été avec mes enfants. Pas besoin de conversation de groupe. Pas d'approbation requise. Ils ont cessé de m'inviter, non pas parce que j'avais changé, mais parce que j'avais cessé d'accepter leurs règles. J'ai cessé de leur faciliter la tâche de m'utiliser et de m'ignorer en même temps. Et une fois l'argent parti, une fois que j'ai fait comprendre que rien d'autre ne venait avec ni silence, ni pardon, ni sourire, ils ne savaient plus comment me traiter. Alors ils ne l'ont pas fait.
Ils m'ont exclu pour protéger leur confort. Et je suis resté à l'écart pour protéger ma paix. 2 mois ont passé. C'était en février quand j'ai reçu l'enveloppe. Banal, sans adresse de retour, juste mon nom écrit de la main de maman, tremblante comme si elle n'était pas sûre de devoir l'envoyer. Je suis resté dans la cuisine à la fixer pendant un moment. J'aurais pu la jeter, mais la curiosité l'a emportée. À l'intérieur se trouvait une lettre pliée et un chèque. La lettre était courte, 2 paragraphes. Le premier disait qu'il tendait la main pour réparer ce qui restait. Le second disait que le chèque était pour ta part du voyage en Italie puisque tu n'y avais pas participé. Il était de $3,600. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Pas à cause du montant, mais parce qu'il pensait encore que c'était une question d'argent. Comme s'il pouvait mettre un ruban autour de cette semaine, rembourser mon expérience manquée et prétendre que rien de tout cela ne s'était passé. Comme si me faire un chèque annulerait la façon dont il m'avait exclu, moi et mes enfants, de leur vie. Je ne l'ai pas encaissé. Je l'ai collé sur le frigo avec un aimant et je l'ai laissé là. 3 jours plus tard, j'ai reçu un message de Josh. Une seule phrase, il faut qu'on parle. Je l'ai ignoré. Puis Mélanie a texté, mamie est à l'hôpital. Elle a demandé à te voir. Celui-là m'a fait marquer une pause. J'ai appelé l'hôpital, j'ai confirmé que c'était vrai. Léger problème cardiaque, rien de critique, mais elle avait demandé à me voir 2 fois. Alors, j'ai pris la route. Quand je suis entré, elle a souri comme si je n'avais rien manqué. Comme si nous n'avions pas sauté 2 jours fériés et une douzaine de réunions de famille. Nous avons parlé pendant 1 heure, principalement de livres, du temps, de choses diverses. Puis elle a dit, ne les laisse pas écrire la fin sans toi. Je ne savais pas quoi dire. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans un dîner et je suis resté assis dans ma voiture avec un café, repensant à ce chèque dans ma tête. Cette nuit-là, Mélanie a de nouveau appelé. Cette fois, j'ai décroché. Elle est allée droit au but, a dit qu'il voulait tout remettre à plat. Elle a dit que c'était peut-être le moment d'avoir une vraie discussion. Elle ne s'est pas excusée. Pas exactement. Mais elle a dit que les enfants demandaient pourquoi ils n'avaient pas vu Ava et Luc depuis si longtemps. Elle a dit que nous devrions peut-être nous réunir tous bientôt. Puis la partie que je n'avais pas vue venir. Elle a dit que maman et papa parlaient de vendre la maison. L'argent de la vente, a-t-elle dit, pourrait aller sur un compte commun pour les besoins familiaux. Elle a appelé ça comme ça. Et ils espéraient que j'y contribuerais pour construire quelque chose de tourné vers l'avenir. Je n'ai même pas répondu. J'ai juste mis fin à l'appel. Le lendemain matin, j'ai renvoyé le chèque par la poste. Pas de mots, juste le chèque. C'était la fin. Pas avec une dispute, pas avec des cris, juste le silence. Depuis, rien. Pas de message, pas d'appel, pas de faux brunchs familiaux. C'est comme s'ils avaient enfin réalisé que j'avais fini de jouer le rôle du prêteur. Plus de levier, plus de filet de sécurité. Les conversations de groupe ont cessé de vibrer. Les anniversaires sont passés sans être mentionnés. La maison a finalement été vendue, j'ai appris ça par Erika. Ils ont acheté une plus petite maison en dehors de la ville. Personne ne m'a invité à la voir. Je ne pense pas qu'ils me détestent. Je pense que je leur ai fait peur parce que je n'étais pas amer. Je n'étais pas dramatique. Je n'ai pas essayé de gagner. Je suis juste parti. Et je n'ai pas regardé en arrière.